Alors, Jim Morrison est mort, enfin, d'après son acte de décès et tout ça, dans cette baignoire-là. J'ai un de mes copains rockers qui s'est allongé avec son batteur et sa chanteuse dans la baignoire. Ils sont restés un petit moment. Je les ai laissés pour leur pèlerinage, mais c'est vrai que ça m'a paru bizarre au début, mais après j'ai compris que Jim Morrison, c'est un grand du rock, quoi. Il y en a qui pensent que c'est plutôt mauvais présage. Moi, vraiment, je me dis c'est marrant et je prends mon bain. Après, je sors de mon bain et je me dis ah, il est mort là, c'est vrai, ah, c'est cool. Avec la mort prématurée de la rockstar en 71, l'appartement dans lequel vit Eagle est rentré dans la légende. Le passage d'un personnage historique, une romance célèbre, l'ombre d'un crime. De quoi transformer certaines maisons en lieux extraordinaires. Ah oui. Oula, oh, un squelette. Quelle influence ont ces histoires sur la valeur des biens immobiliers? Le prix est en conséquence. Une bonne raison de s'intéresser au passé de notre propre maison. Quand elle a signé son bail en 2006, Muriel, la mère d'Eagle, était loin de se douter du drame qui s'était noué 35 ans plus tôt dans sa salle de bain. On l'a appris par les nombreux passages qu'on a vus autour de l'immeuble. En fait, il y a des groupes de touristes, surtout des Américains, qui passent à vélo et qui regardent vers chez nous. Muriel ne fait pas visiter l'appartement. En revanche, les groupies n'hésitent pas à rentrer dans la cour de l'immeuble en quête du souvenir de leur idole. Un pèlerinage que subit Nicole Lacaze, la présidente du syndic. Alors les dégâts, on a différents tags un peu partout, sous la voûte. Vous voyez, comme celui-là qu'on n'a pas pu enlever. Alors il y a écrit The Hand, JM, Jim Morrison. C'est un lieu privé et si chacun commence à venir griffouiller ses petits sentiments, je trouve ça quand même un petit peu désolant, quoi. Ça, ils nous l'ont fait tout de suite après que la porte ait été repeinte. C'est pas plaisant. Et puis, ils gravent dans la pierre. Alors après, ils se mettent, quand ils viennent, ils se mettent dans la rue, ils font des photos, ils font... bon. Habiter un lieu au passé mythique n'a pas que des inconvénients. Les frères Saint-Brice ont grandi dans ce château à l'ombre d'un grand génie. Il aurait influencé leur destinée. Gonzague Saint-Brice, écrivain, comme Léonard de Vinci. François Saint-Brice, animateur du Clos Lucé, comme Léonard de Vinci. Bernard Saint-Brice, tourné vers l'international, comme Léonard de Vinci. C'est ici, au Clos Lucé, en Touraine, que le peintre italien a passé les 3 dernières années de sa vie. Certaines pièces sont telles qu'à l'époque, comme cette cuisine. Léonard de Vinci, enfin, en ce qui me concerne, je l'appelais le renard de Vinci, il me faisait peur. C'était un fantôme, n'est-ce pas? Et lorsque nous dormions dans ces lits à baldaquin, eh bien, on sautait de très très loin pour approcher le lit parce qu'on craignait que Léonard de Vinci nous attrape les pieds. Ça, c'est une fête que les parents avaient fait, une fête historique en costume Renaissance. Et maman, donc, avec une robe que Michel Morgan avait portée dans La Princesse de Clèves. Alors maintenant, je vais vous montrer un endroit très particulier du château où il s'est passé quelque chose qui a été déterminant pour moi. C'était le jour de mon anniversaire et mon père m'a dit « Maintenant, tu as 13 ans. Je t'autorise, à partir d'aujourd'hui, c'est ton cadeau d'anniversaire, à aller dormir dans le lit de Léonard. Ça te donnera des idées. » Je suis allé dormir dans le lit de Léonard et c'est là que j'ai fini par comprendre le sens de cette maison. C'est que ce n'est pas une maison qu'on habite, c'est une maison qui vous habite. Certaines maisons n'ont pas encore révélé tous leurs secrets. Véronique et Hubert ont acheté en 2000 ce corps de ferme normand. En rénovant la bâtisse, ils ont découvert d'étranges indices. Je vais vous montrer où est-ce qu'on a découvert la statue, en fait. On a cru à l'origine que c'était une pierre, mais comme il y avait un trou, ça nous a intrigués et on a sorti la tête de cette statue. D'où vient-elle? C'est une interrogation. Une statue mystérieuse et une inscription dans la pierre. La cheminée est datée de 1579. Est-ce que c'est l'année de construction de la maison? Ça, on ne sait pas. On nous a dit que cette maison était une dépendance du château de Courcy, puisqu'il y a un château féodal derrière. Ça n'a jamais été confirmé. Nous avons décidé, vu que nous n'arrivions pas nous-mêmes à trouver quoi que ce soit, de faire appel à une généalogiste professionnelle pour qu'elle puisse remonter toute l'histoire de notre maison. Sophie Brault, généalogiste foncière, mène l'enquête. Première étape, retrouver l'acte d'acquisition de la maison. Il mentionne tous les précédents propriétaires.
Elle consulte ensuite le cadastre. On va pouvoir repérer leur maison, donc qui est ici. Troisième étape, c'est les archives notariales. Là, j'ai un inventaire après décès. Pièce par pièce, la maison va être décrite et on rentre vraiment dans le détail. Vous voyez, des pincettes à cheminer, une mauvaise armoire contenant 12 paires de draps, etc. Donc ça permet vraiment de rentrer quasiment dans la maison 100 ans ou 200 ans avant. Comptez 200 à 500 € pour une enquête complète. Après 6 semaines de recherche, Sophie va révéler les conclusions de son travail. Le passé de la maison est-il à la hauteur des espoirs du couple ? Ce qui est très intéressant, tout d'abord, dans votre maison, c'est évidemment sa proximité avec le château. Oui. Donc votre maison, vous, elle est ici. Tout à fait. Donc elle faisait partie intégrante à l'époque du château. La maison est donc bien du XVIe siècle. Elle appartenait même au baron de Courcy. On va l'appeler Dame de Véronique de Contentin maintenant. De Contentin de Courcy. La statue que vous avez retrouvée dans vos murs, on peut penser qu'elle a été dissimulée peut-être à la Révolution, lors de la saisie des biens, pour être cachée, pour être protégée. Maintenant, on a quelque chose de concret. Puis on a notre attachement à notre maison et puis on la transmettra avec son histoire. Mettre au jour le passé de sa maison est un investissement qui peut payer. Dans le quartier de Montmartre, l'agent immobilier Vincent Thomas aime raconter de belles histoires sur les biens qu'il vend. On est dans le 9e, rue Fontaine, dans une maison que nous avons à la vente, qui a été habitée par Toulouse-Lautrec. Voilà. Derrière cette porte, une cour et une maison discrète de 110 mètres carrés. Pendant 6 ans, l'artiste y a peint des toiles aujourd'hui mondialement connues. Je peux vous dire que plus d'un ont les yeux qui ont brillé en voyant ce lieu, parce que d'avoir la possibilité d'acheter un lieu où un artiste a vécu, c'est exceptionnel. Le prix est en conséquence, un peu plus d'1,3 million. C'est un peu plus que le prix du marché, mais le passé d'un bien n'aide pas toujours à la vente. J'ai eu l'occasion de vendre une ou deux maisons où il y a eu des histoires sordides. Par exemple, une maison où le couple de comédiens s'y sont suicidés en même temps. On n'a pas trop voulu en parler aux clients. On essaye de ne pas s'attarder sur ce genre de détails, quoi. C'est ce genre de détails, au contraire, qui intéresse Jean-Michel Turpin. Ce photographe a parcouru la France à la recherche de lieux aux terribles histoires. 40 scènes de crimes dont il a fait un livre. En faisant des recherches, je me suis rendu compte que les lieux étaient des lieux anodins, des endroits où on se promenait tous les jours, des plages, des rues. On ne devrait pas tarder à arriver sur la lugubre maison de Landru. La voici. Elle est juste là. On imagine très bien le décor. C'est ce que voyait Landru par sa fenêtre. Voilà, la maison a pas bougé. Elle est toujours dans son jus. Landru, on est dans les années 1915. Et il séduit les femmes sur Paris. Il les amenait ici, passer le week-end. Et elle finissait dans le poêle, au fond de la cuisine. Landru sera condamné pour les meurtres de 11 femmes. La maison est mise à sac et après est rachetée et devient un restaurant. Ça s'appellera le Grillon du Foyer. L'humour macabre n'a pas ouvert les appétits. Le restaurant a fermé, mais la maison est toujours habitée. Je ne sais pas combien estimer une maison comme celle-ci, qu'une belle villa, mais l'histoire est très ancienne, donc on a sûrement oublié. En revanche, une histoire récente comme le chalet du Grand Bornand, qui a vécu l'assassinat de toute la famille Flactif. Ce chalet est estimé à plus de 800 000 €. Il a été mis aux enchères. Il y avait une dépréciation pour fait criminel et il a été vendu 300 000 €. Le prix du rêve ou du cauchemar.